Et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle et toute première émission. Vous regardez actuellement Cactus, un programme dédié à l'actualité et à l'art. Vous pouvez même observer sur la table Billy, le petit cactus qui va illustrer notre émission. Et puis, moi c'est Elise, je serai votre présentatrice pour cette première saison. On va partager un bon quart d'heure ensemble, on va parler dans un premier temps d'actualité et puis d'artistes et d'œuvres à l'international dans une deuxième chronique. En fin d'émission, un temps sera dédié pour parler des sujets que vous aurez choisis, puisque vous pouvez nous écrire ou répondre au sondage sur notre Instagram qu'on a créé, qui s'appelle c.actu.émission. Il s'affiche à l'écran de toute manière. Maintenant, j'ai le plaisir de partager ce début d'émission avec vous et avec les deux chroniqueurs qui vont participer. Et pour commencer, on accueille Nathan qui va nous présenter l'actualité. Tout Salut. à fait. Salut Ça va Élise, ça va et toi? On fait vraiment genre alors qu'on s'est vu il y a 5 minutes. On n'arrête pas de se voir. Est-ce que t'aimes bien le petit décor qu'on a fait? Franchement, le décor est insane. Il est chouette. Il est incroyable. Eh ben écoute, t'ouvres un petit peu le bal. Je te laisse cette chronique entre les mains. Ok, C'est parti. c'est parti. Les ennemis d'hier pourraient-ils devenir les alliés de demain? C'est un concept que l'on comprend particulièrement bien aujourd'hui. Les États-Unis et la Russie sont des ennemis naturels, de même que l'Europe et la Chine. Mais aujourd'hui, le principe même d'alliance est bouleversé par les nombreux conflits qui bousculent notre monde. À la lumière des derniers événements sur la guerre en Ukraine, on constate un rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Une potentielle alliance qui crée des liens surprenants, comme un rapprochement entre l'Europe et la Chine, ou encore une désolidarisation de l'Arabie Saoudite envers les États-Unis. Du coup, effectivement, on peut observer tout simplement en ce début d'année 2025 un tournant dans les relations internationales. On le voit entre le rapprochement de Poutine, le président russe, et Donald Trump. Wow. Les J'ai du mal. États-Unis, Les oui. États-Unis, effectivement. Il y a eu plusieurs rencontres qui ont été faites à Riyad en 2025, en février 2025, pour parler du sort de l'Ukraine, donc des pourparlers. On voit que le président Trump, il essaie en ce moment de changer sa politique étrangère et de plus axer ça sur un rapprochement avec la Russie. Mais la Russie, elle reste partagée parce que, tout simplement, elle est partagée entre les nationalistes russes qui sont, eux, plus pour une guerre en Ukraine et sa diplomatie, justement, ses intérêts diplomatiques avec Trump. Donc on voit après que cette dynamique, elle a été totalement bouleversée le 28 février 2025 avec l'entrevue qui a eu lieu entre le président Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bien sûr. Trump a qualifié plusieurs fois d'ailleurs le président ukrainien de dictateur sans élection. Donc Il mâche pas ses mots. Oui. il mâche pas ses mots, donc ça a eu lieu en fait à pas du tout apaiser les tensions. Ça les a même augmentées. Le président Zelensky a été assez agacé d'ailleurs et a qualifié Trump de prisonnier de désinformation russe. Cette croissance d'amitié entre guillemets entre Trump et Poutine, ça a poussé l'Europe à réagir par rapport aussi à la guerre en Ukraine. Le président Macron a eu une allocution le 5 mars 2025 où tout simplement il a utilisé les termes de dissuasion nucléaire européenne. Donc ça fait assez peur, hein. Ouais. On sent que la situation est très tendue. Ça a fait réagir tout simplement le ministre des Affaires étrangères russe qui a qualifié les propos de Macron de provocation, hein. Parallèlement à ça, on a l'Union européenne qui se rapproche de la Chine, hein, pas d'un point de vue militaire, mais plus d'un point de vue économique et technologique, tout simplement pour un peu retirer ses liens avec les États-Unis. Ensuite, on a l'Arabie Saoudite qui se retrouve dans une position délicate face au développement diplomatique ces derniers temps. Bien Parce sûr. qu'avec les propos de Donald Trump sur la Palestine, où il qualifiait ça tout simplement de Côte d'Azur, qui voulait qualifier ça d'une nouvelle Côte d'Azur, Ouais. ça, l'Arabie Saoudite les a totalement proscrits Ça a attendu tout le monde. ça a attendu tout le monde. Évidemment. Mais d'un côté, l'Arabie Saoudite continue à accueillir Trump et le président Poutine pour parler du sort de l'Ukraine à Riyad. D'accord. Bon bah à suivre alors. À suivre, tout à fait. On suit ça de près. Très bien, on passe au prochain sujet alors. Allons-y. Ce mois-ci a eu lieu la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Peut-être l'occasion de rappeler quelques avancées sur l'égalité homme-femme, avec principalement le droit à l'IVG ou encore l'égalité salariale. Mais d'autres événements beaucoup moins connus et pourtant tout aussi importants ont contribué à cette avancée sociale. Rappelons-en quelques-uns.
Du coup, avec la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu le 8 mars 2025, il faut quand même rappeler les avancées qui a eu lieu en 2024, c'est important. Donc, une des plus grandes avancées, ça a été l'ajout du droit à l'avortement dans la Constitution française. C'est pas c'est rien. notre petite victoire. C'est ça, la quand petite même. victoire Ouais. de l'année. Ensuite, on va parler du coup dans un autre registre d'un sujet un peu plus tendu, qui est l'affaire de Mazan avec l'affaire de Gisèle Pellico, qui a subi de nombreux viols par tout homme âgé, pas âgé, jeune et de toute profession. Donc ça a un peu marqué un tournant parce que ça a provoqué tout simplement un choc collectif. Une prise de conscience aussi. Une prise je de pense, conscience sociale, Ouais. faut le dire. Ça a peut-être sensibiliser l'opinion publique sur ce que endurent les femmes de manière quotidienne, sur les agressions sexuelles, etc. J'espère que ça a Il faut sensibilisé. espérer Ouais. que ce malheureux procès fasse une avancée dans la cause féministe en termes d'avancée sociale. Ensuite, une autre avancée, pas vraiment, plutôt un recul en arrière avec le droit à l'avortement qui est de plus en plus compliqué aux États-Unis, surtout avec l'avènement du président Trump qui a eu lieu récemment. Faut pas oublier que tous les droits que la cause féministe arrive à gagner peuvent être tout simplement détruits par la montée de l'extrême droite partout en Europe et partout dans le monde. On voit par exemple en Europe avec peut-être l'égalité salariale et la parité qui sont compliquées à avoir. Et enfin, une autre difficulté, ça arrive avec le groupe émergent Némésis, qui est un groupe d'ultra-féministes extrémistes qui pensent que la cause féministe n'est que pour les femmes blanches, françaises, aisées, etc. Ça, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce qu'elles font de la désinformation tout simplement vis-à-vis de la cause féministe. Elles prennent pas du tout en compte les personnes transgenres, etc. Donc, il faut rappeler que le féminisme, ça protège toutes les femmes de toute origine, les femmes transgenres, les femmes LGBT, etc. Ça protège tout le monde, ça protège pas qu'une seule catégorie de femmes. Voilà. Et donc en conclusion, il faut juste dire que ces droits, il faut sans cesse combattre pour les avoir parce qu'ils sont pas gravés dans le marbre. Il suffit qu'il y ait un peu, il peut y avoir des menaces politiques qui peuvent les enlever. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut toujours se battre. Le combat est loin d'être fini. Il ne sera sans doute jamais fini. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Tout le monde doit se battre, effectivement. C'est ça, tous ensemble. Mais merci beaucoup. On passe au prochain sujet alors. Allons-y. Bon bah maintenant on va quand même passer aux bonnes nouvelles parce qu'il faut rappeler qu'il y a des choses positives qui se passent dans le monde. C'est important. Ouais. La première bonne nouvelle c'est tout simplement le traitement pour les enfants aveugles. Il y a eu une thérapie génique, je sais pas si tu en as entendu parler. J'en ai entendu parler, c'est super ça. Qui va tout simplement permettre à des enfants qui naissent aveugles de retrouver la vue. Ça a été testé sur un seul œil pour voir les avancées. Ça prend environ 3-4 ans, donc c'est toujours un peu long, mais il y a de l'espoir pour tout simplement l'avenir et c'est super positif. Voilà, à voir. C'était pour une maladie orpheline de l'œil, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est les enfants qui naissent aveugles. Voilà. Oh, c'est super. Ouais. Franchement, ouais. La deuxième good news, ça concerne le para-astronaute John McFall, qui est aujourd'hui âgé de 43 ans. À 19 ans, il a eu un accident de moto qui lui a fait perdre sa jambe droite. Il a été amputé. Et tout simplement, il va peut-être rejoindre l'International Space Station. Et c'est franchement encourageant pour toutes les personnes en situation de handicap, comme quoi on peut réaliser ses rêves. Voilà. Et la troisième bonne nouvelle, ça concerne les Restos du Cœur cette fois. La tournée des Enfoirés qui était en cours la semaine dernière, tout simplement le CD acheté des Enfoirés ou le DVD, c'est 17 repas pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc ça c'est génial. C'est très bien, ils vont peut-être faire des millions de CD, sans doute des millions comme l'année dernière de CD vont être vendus, ça représente beaucoup de repas, énormément de repas. Donc faut pas oublier ça il faut faire avancer toutes les petites causes. Voilà, c'était pour les bonnes nouvelles en tout cas de ce mois-là. Merci pour ce petit point info. Il n'y a pas de souci. C'est trop bien. Et puis maintenant, on va retrouver notre deuxième chroniqueur qui est Alexandre pour cette deuxième partie d'émission. Et c'est lui qui va nous rejoindre.
Lors de cette 50e cérémonie des Césars, c'est le film L'Histoire de Soleiman qui se distingue dans la surprise générale. Le film, réalisé par Boris Lochkin, suit le quotidien d'un jeune livreur guinéen sur Paris qui se prépare à être auditionné par l'OFPRA dans le cadre de sa demande d'asile à Paris. Ce film s'est d'abord fait remarquer au Festival de Cannes 2024, où il est présenté en avant-première dans la section Un certain regard. Il reçoit alors le prix du jury, le prix du meilleur acteur et le prix Fipreschi des critiques cinématographiques internationales. Après ça, le film enchaîne les récompenses jusqu'à cette cérémonie des Césars, où il reçoit 4 des 8 prix pour lesquels il était nommé, dont meilleur scénario original ou encore meilleure révélation masculine, et arrive ainsi à la 2e place du classement de cette cérémonie. Bienvenue à toi Alexandre. Et merci Élise de m'accueillir. De rien, ça va? Tu vas bien? Ça va très bien. Ok, bah écoute, on va partir pour cette 2e chronique. Allez, let's go. Donc, l'histoire de Souleyman. Il aurait eu un succès total, franchement magnifique. Pour son 3e film, le réalisateur Boris Lochkin pourrait être fier de lui. Son film aura fait en effet l'unanimité critique, prouvée par sa performance au César, 4 prix et 8 nominations, pas rien, et aurait eu aussi un succès commercial, avec 600 000 entrées, pour un budget de 1,3 million d'euros. C'est à pas mal. 7,14 € l'entrée. Enfin bon, voilà, je vous laisse faire le calcul, mais c'est vraiment bien. On imagine bien. C'est rentable, et ça, c'est ce qu'on aime. Mais surtout, la grosse surprise, c'était la performance d'Abou Sangaré. En effet, le jeune Guinéen de 23 ans aura surpris tout le monde, pris au tournant tout le monde, car j'aimerais quand même vous rappeler que sur sa page Wikipédia, c'est marqué qu'il est mécanicien. Purée. Et oui, il était en train de faire son BTS mécanicien, et il a joué dans l'histoire de Souleyman, et il a tout raflé. Et mais ça, il est né artiste en fait. il est né artiste, Ok. voilà, c'est quand même magnifique. Donc voilà, on aura aussi un César du meilleur second rôle féminin pour Nina Meurice, qui a là une belle revanche parce qu'elle avait été nominée déjà en 2019 pour cela. Et elle passe quand même devant Anaïs Desmoustiers, qui n'est pas personne, et qui est une actrice déjà plutôt bien chevronnée. Donc bravo à elle. Et par contre, donc Nina Meurice, sa performance a été assez à diviser, car elle apparaît très peu de temps à l'écran. Ah oui. Mais ça n'engage que moi, bien sûr, hein, pas toute l'émission, mais moi je pense quand même que c'est très, très marquant qu'une actrice qui apparaît aussi peu de temps à l'écran puisse marquer aussi bien les esprits. Ouais, carrément. Bref, du coup, on va passer à un autre sujet après. Donc voilà, là on a suivi la traversée désolante d'un migrant. On va passer à ce que nous présente Jacques Audiard, c'est-à-dire la transidentité dans un délire sexy et rythmé. Et ce sera l'épopée musicale Révoltée d'un narcotrafiquant. Ouh, ça promet. Ok. Emilia Pérez est cependant l'incontestable gagnant de cette cérémonie et récolte 7 des 10 prix pour lesquels il était nommé, dont meilleure réalisation, meilleur film ou encore meilleure adaptation. Jacques Audiard s'est en effet surpassé dans ce drame musical qui suit une personne chef de cartel mexicain organisant son propre décès et une transition de genre pour pouvoir vivre la vie dont elle a toujours rêvé. La musique et les chansons ont notamment su séduire le jury et les critiques, propulsant le film largement en tête du classement. Cependant, il semblerait que d'anciens tweets de l'actrice Carla Sofia Gascon qui ont refait surface n'ont pas été très appréciés à Hollywood. Oui, donc Emilia Pérez, la reine du bal au César. Mais comme toujours, la reine du bal trimballe quelques ex chiants. Je pourrais tomber dans la facilité et vous parler des multiples polémiques dont le film a fait le sujet. Mais n'étant pas moi-même un paragon de la vertu, je vais plutôt m'intéresser à ce qu'il nous a proposé en termes artistiques. Et ça, je peux vous dire que c'était pas rien. Donc, on a là un film qui arrive à mélanger et à confondre plusieurs genres, que ce soit le thriller, le drame et la comédie musicale. Ah oui, ça chante aussi. Oui, Ouais. ça chante, ça Bien sûr. danse, ça va de partout, c'est magnifique. Et tout ça surtout dans un rythme franchement impeccable. On n'est jamais brisé dans l'histoire par les phases chantées. C'est franchement d'une fluidité remarquable. Et voilà. Et Jacques Audiard nous avait toujours habitués à une vision du cinéma assez franchement pure, brutale et viscérale. Mais là, il la met au service d'un espèce de florilège magnifique.
Donc voilà, le film aura aussi bénéficié d'une magnifique équipe, un casting composé de stars hollywoodiennes 3 étoiles comme on dit. On a quand même Selena Gomez et Zoé Saldana pour accompagner notre chère Carla Sofia Gascon. C'est vrai que c'est un beau casting. Hein. Ouais. Ouais. Et ça a aussi permis au film de s'offrir une portée mondiale bien méritée. Et ça aura été, il aura quand même raflé toutes les récompenses sur lesquelles il était passé au César presque. Un Jacques Audiard, quoi. Ouais, En Jacques plus, Audiard. cinéaste français, on est super fiers. Voilà, donc on est quand même très satisfait. Bon, malheureusement les Oscars, ils n'ont pas été aussi satisfaits que nous. Et donc on va maintenant s'intéresser à Sean Baker qui aura été célébré pour sa revisite du conte de Cendrillon, sauce Escort Girl. Ok. Si Emilia Pérez n'est pas le grand gagnant des Oscars 2025 comme il avait été prédit, c'est Anora de Sean Baker qui remporte les prix de meilleur film et meilleure réalisation. Le film a cependant été accueilli par les spectateurs français comme étant ennuyeux et malsain, trop long, limite porno, comme un océan de vulgarité ou encore avec des personnages fades et quasi absents. Certains ont même remis en cause sa Palme d'Or gagnée à Cannes en 2024. Mais Hollywood voit les choses d'un autre œil. Le film se voit en effet accorder les récompenses de 5 des 6 récompenses dans lesquelles il a été nommé. Cette année, c'est sans aucun doute le cinéma indépendant américain dont Sean Baker fait partie qui emporte les récompenses sur son passage. Anora qui rafle tout. Quelles que soient les cérémonies par lesquelles il sera passé, le film aura à chaque fois récolté les plus belles récompenses. Le succès critique est incontestable, le public est plus mitigé. Et si je ne saurais trancher, car étant moi-même assez conquis par le film et en même temps laissé sur ma faim, je pense quand même qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, encore moins quand elle a un aussi joli sourire. En effet, on a une chute en avant pour des personnages amoureux, mais dans un amour impossible. Et ils essayent de fuir leurs conditions, chacun, qu'elles soient assez précaires pour le personnage principal et assez à l'aise pour le fils de l'oligarque. C'est assez évident. Donc on a un espèce de drame shakespearien à la sauce contemporaine qui se passe dans un Brooklyn merveilleux. Moi je trouve vraiment que ça a mis en valeur une ville magnifique. Qui est très belle, oui, oui. Puis on a des images hyper esthétiques avec des lumières qui sont travaillées à certains plans, mais on reste quand même, on reste naturel, quoi. Ouais, voilà, ça nous met vraiment dans une belle ambiance, dans un environnement. On sent qu'on évolue à un endroit particulier. Et voilà, d'ailleurs c'est assez marrant parce que cet environnement il est tellement bien retranscrit dans le film que typiquement des restaurants qui sont présents dans le film à Brooklyn ont été envahis après le succès du film au cinéma. Donc ça montre vraiment que le réalisateur aura su marquer un endroit et un environnement qui touche les gens, quoi. Ouais. Donc on aura l'actrice principale Mickey Madison qui a été reçue de façon mitigée par le public comme étant ne transmettant pas les émotions qu'elle devrait, mais niveau critique c'est assez unanime. Elle a quand même eu le meilleur rôle féminin aux Oscars. Donc belle statuette. Ouais, et puis Sean Baker, pour une fois, il fait pas un film indépendant, mais ça touche quand même. Il a eu la Palme d'Or, quoi. Voilà, donc c'est pas rien. Ouais. Donc même s'il divise, je pense qu'on a quand même là un beau film. Bien sûr. Et donc je pense que c'est indéniable et qu'il faut pas oublier que ce film a des choses à dire, sur les conditions, par exemple. Des travailleuses du sexe et de la femme et surtout de comment sortir d'une condition sociale dans laquelle on est né et du coup que voilà c'est tout pas facile. Comme le prochain film que vous allez nous présenter. Tout à fait. On va parler d'un film qui parle des corps et comment ils sont traités par les vices d'Hollywood. Un film français s'est également distingué parmi les nombreux films dans les nominations à la cérémonie des Oscars. Il s'agit de The Substance. Réalisé par Coralie Farja, ce drame-comédie de Body Horror raconte l'histoire d'une ancienne vedette de cinéma d'une 50aine d'années qui tente de raviver sa popularité en prenant la substance, un produit chimique qui crée une version plus jeune de soi-même. Coralie Farja
utilise le genre du body horror comme une revendication féministe déjà présente dans Revenge. Le film, salué par la critique américaine, n'a cependant reçu qu'une seule statuette, mais pas des moindres, celle des meilleurs maquillages et coiffures. Âme sensible, s'abstenir. On a là un film qui ne s'interdit rien. Et merde, ça fait du bien. On sent une liberté de dans substance, un thriller qui nous présente une descente aux enfers d'une star, une droguée à l'image, une droguée à son image. Et putain, c'est cool. Il n'y a aucune limite. Les corps sont charcutés, ouverts en deux. Tout est juste putride. C'est clair, ouais. C'est vraiment fascinant. Et surtout, on a là un film qui parle d'une condition des femmes traitées par une industrie hollywoodienne qui leur donne une obsolescence programmée, qui détermine quand est-ce qu'il faut les remplacer, et qui a un vrai coup de gueule qui franchement fonctionne. Ouais, sujet actuel et il faut en parler quoi. Et Ouais, il le fait bien. Et surtout, ça reste subtil sans être lourdingue. C'est vraiment, C'est vrai. c'est beau. Mm. Donc voilà. Et donc on a aussi un très beau casting. Donc on a Demi Moore dans le rôle de la star, vieillissante et remplaçable, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un hasard parce que Demi Moore, il y a déjà quelques temps qu'elle a été mise à l'écart en raison de son âge. Oui. Et donc pour compléter ce casting qui est quand même très intéressant, on a la jeune Margaret Qualley qui est la star montante du moment et Une belle découverte. qui est une belle découverte C'est et sûr. qui montre tout son talent. Donc vraiment voilà, et surtout donc du coup Oscar du meilleur maquillage et c'est très mérité parce qu'on n'a pas là un film qui s'enferme dans une bouillie numérique comme à chaque fois, mais un film qui a des beaux effets pratiques. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous deux pour ces super chroniques. Pour ce premier épisode, on est juste trop contents de pouvoir vous partager ça. C'est un projet qu'on a travaillé très longtemps dessus, donc on espère que ça va vous plaire. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un format qui est assez court. Ça va changer dans les prochains épisodes, émissions qu'on va vous préparer. Vous allez retrouver évidemment des invités avec des talents particuliers, des chroniques exclusives, des tips étudiants, des revues spéciales cinéma et encore plein d'autres surprises. N'hésitez pas à nous balancer vos idées, évidemment, on sera à l'écoute et à l'affût de tous vos messages, que ce soit sur la chaîne ou sur le compte Instagram qui se réaffiche à l'écran. Je répète, c.actu.émission. Vous pouvez également donc nous écrire et vous pouvez vous aussi participer à un épisode et partager un projet, un talent, une histoire, peu importe, vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve bientôt parce que Cactus, c'est tous les mois et c'est pour vous.